Passionnée de lecture et d'écriture, Fatimata Diallo Ba est auteure franco-sénégalaise. Grandie à Dakar, elle effectue ses études de lecture classique en France, à Poitiers et à Paris. Elle écrit depuis des années des nouvelles et décide de publier son premier roman, Des cris sous la peau, publié aux éditions Presse panafricaine. Fatimata Diallo fait face aux jeunes du groupe de lecture de l'école Cours Sainte-Marie de Hann sur livre ouvert. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le cours Sainte-Marie de Hann est ravi de vous accueillir pour le deuxième numéro de Livre ouvert avec Madame Fatimata Diallo Ba, auteure du livre Les cris sous la peau. Une petite fille de 45 ans s'apprête à prendre l'avion pour la deuxième fois de sa vie en ce caniculaire juillet parisien. Elle trébuche sans arrêt sous le poids de ses pensées plus que de ses bagages. Elle n'en a pas. Juste un roman emprunté à la dernière minute à la bibliothèque de l'hôpital où elle travaille depuis 20 ans comme aide-soignante. 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini, dont ses collègues lui ont dit le plus grand bien et qu'elle a glissé dans son sac à main. Elle adore lire et surtout se libérer de la morosité quotidienne par toutes sortes de livres. Pour une raison qu'elle ignore, un poème de Léon Damas s'incruste dans sa tête. Elle le récite à voix basse sans se soucier des gens qui la bousculent. Désir d'enfant malade d'avoir été trop tôt sévré du lait pur, de la seule vraie tendresse. J'aurais donné une vie pleine d'hommes pour te sentir près de moi seul, toujours près de moi seul, toujours belle comme tu sais si bien, l'être toujours après avoir pleuré. Les mains de Mère Saran pétrirent longuement le dos d'Aram, s'attardant sur ce qu'elle appelait les faiblesses de sa tête. Puis elle engagea le reste du corps dans une farandole de gestes et de prières totalement incompréhensibles pour la fillette. Tout au plus comprit-elle que la vieille Saran investissait une énergie phénoménale dans son travail, bien plus que la force physique. Elle semblait en lien avec un souffle mystique venu des profondeurs de l'Afrique ancestrale. Subir les tourments de Sisyphe. Honté ou Prométhée me séduisait davantage. Je refusais presque à voix haute la résignation à ce que je considérais comme une infirmité. Mon âme et mon corps avaient entièrement participé à la prière qui se terminait. Je me sentais lavé et purifié, prête à affronter les montagnes qui se dressaient devant moi. Je me promis de renouveler l'expérience à la mosquée de Paris, espérant sans grande conviction revivre cette étonnante béatitude. C'est de très beaux extraits, enfin, c'est des extraits significatifs en tout cas, qui parlent bien des thématiques que j'ai abordées dans le livre. Notamment, l'incipit, le début, qui dresse un cadre. Il y a le deuxième extrait, c'était le poème de Léon Damas, La mer. Ensuite, il y a l'extrait qui parle de Saran, qui est... c'est la masseuse, le corps, l'importance du corps. Et puis le dernier extrait, c'est l'expérience un peu mystique qu'elle vit dans une mosquée et qui semble la laver de tout ce qu'elle porte avant, des cris qui sont sous sa peau. Voilà. J'aimerais savoir, en nous basant sur votre livre et sur la vie réelle, quel remède proposeriez-vous pour remédier aux souffrances de la femme en tant que telle? Alors, merci de me poser cette question. Des solutions à trouver aux souffrances des femmes, déjà, il faut les identifier. Il faut savoir que sous nos cieux, les femmes souffrent effectivement énormément. C'est une société qui est devenue patriarcale. Elle ne l'était pas avant. La société avant était... les femmes créaient des cités, les femmes étaient... à égalité, on a 50-50, donc les femmes avaient des droits. Mais petit à petit, avec l'influence, les gens n'aiment pas trop que je le dise, mais moi je le dis quand même, avec l'influence des religions monothéistes, on a une société qui est devenue patriarcale et les femmes subissent toutes sortes de souffrances. Alors je ne vais pas vous faire la liste de toutes les souffrances qu'elles subissent, mais en tout cas, l'une des souffrances primordiales que je trouve, c'est la douleur de se taire, de ne pas être soi-même, de ne pas pouvoir s'affirmer en tant que femme. Quand on n'ose pas être soi-même, quand on est une femme ici, soit on récolte toutes sortes de critiques,
où on vous dit, voilà, si vous prenez la parole un peu trop, on dit, ah, qui? Celle-là, vraiment, elle parle trop. Hein? Donc, une femme devrait se taire. Et pourquoi on devrait se taire si on a des choses à dire? Et même quand on n'a rien à dire, de quel droit quelqu'un devrait-il se lever et me dire « tais-toi » ? C'est à moi de sentir quand je dois me taire et quand je dois parler. Tu vois, la première chose, c'est les femmes souffrent, je trouve, du manque de respect que la société dans son ensemble, je ne parle même pas des hommes, hein. Moi je ne fais pas le distinguo entre hommes et femmes parce que c'est le système qui est comme ça. Et pour aller contre ce système, il faut l'énergie des femmes et des hommes pour y arriver. Et donc la solution, moi, que je préconise, c'est déjà laisser les femmes s'exprimer, laisser les femmes être elles-mêmes. Pourquoi, par exemple, un homme, même s'il a le droit, ce que je conteste, mais ce n'est pas le lieu de le développer ici, même si on a le droit d'avoir 2 femmes, par exemple. Vous allez demander à quelqu'un, il va dire « Ah, ben moi, je vais lui demander, je ne vais pas lui demander, je vais l'informer. » Tout le monde trouve ça normal que quelqu'un aille prendre plusieurs femmes sans demander à la première avec qui ils ont parlé si elle est d'accord ou pas. Je trouve que c'est une formidable violence. Il y a beaucoup de violences qui sont exercées sur les femmes. Et pour moi, la première des choses, c'est que la société déjà reconnaisse que ces violences-là existent. Parce qu'il ne me semble pas qu'on reconnaisse vraiment à leur hauteur la souffrance que vivent les femmes dans toutes les dimensions de leur existence, hein. Depuis toute petite jusqu'à ce qu'elles deviennent adultes, jusqu'à ce qu'elles meurent. Toutes petites, dans certaines parties de notre société, on les excise. On leur fait subir pas mal de choses. On leur dit, jigéen dafay, bon, je vais peut-être parler en wolof, mais une femme, ça doit faire ci, ça doit faire ça, une femme. Est-ce que vous trouvez, vous, qu'on exige la même chose des garçons, des hommes? Et non, on n'exige pas. Mais il faut avoir le courage, quelquefois, dans la société, de se regarder, de se mirer, de se regarder dans un miroir qui n'est pas déformant et d'avoir le courage de dire, voilà, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Je pense déjà que hommes et femmes, ensemble, on cherche les solutions ensemble. Déjà accepter qu'une femme puisse avoir des désirs. Par exemple, pourquoi pas? Mais ici, dès qu'une femme exprime un désir, on dit, oh, celle-là, voilà, c'est un homme, c'est un garçon manqué. Voilà. Donc, une autre idée de la féminité et de la masculinité. Savoir qu'on a tous un petit peu de féminin, un petit peu de masculin, qu'on soit homme ou femme. Ce n'est pas une question de genre. Bonjour Madame Ba. Alors, pourquoi avoir appelé votre personnage principal une petite fille de 45 ans? Pensez-vous que c'est parce qu'elle n'a pas tout à fait quitté son enfance ou bien peut-être parce que c'est dû à des rites aussi? Alors, c'est une excellente question. Mon personnage ne connaît ne connaît. Si, elle sait comment elle s'appelle. Mais moi, je ne la nomme dans mon livre qu'à la page 111. 111. Comme un nouveau départ. Parce que quand le texte commence, c'est encore une petite fille. Pourquoi? Parce qu'elle est bloquée dans l'enfance. Parce que tous ceux qui connaissent le phénomène de la mémoire traumatique, ça c'est un phénomène qui a été étudié en psychologie, savent que lorsqu'on a subi un traumatisme, quelque chose de violent, un accident, on reste comme bloqué à un certain stade de son évolution et soit on ne parvient pas à grandir, soit on refuse de grandir parce que le monde adulte, parce que accéder au monde adulte, c'est une forme, tu as parlé de rite. Effectivement, tu vois, on a un certain nombre de rituels qui font que on passe de l'enfance à l'adolescence, puis de l'adolescence à l'âge adulte. Dans les sociétés un peu primordiales, il y avait un rite de passage, même dans nos sociétés africaines, chez les Diola, chez les Sérères, chez les Peuls. Avant qu'il n'y ait l'école française, il y avait des rituels de passage.
D'accord? On entrait dans la case d'homme où on vous apprenait des choses, on avait une initiation. Cette jeune femme, qui a 45 ans, donc, a quitté son pays depuis très longtemps. Et avant qu'elle ne quitte son pays, c'est une enfant qu'on a mise dans l'avion pour qu'elle aille rejoindre un mari, sans qu'elle sache jamais ce que ça voulait dire avoir un mari, sans qu'elle sache même ce que ça veut dire être une femme. Donc elle arrive, elle fonctionne de manière complètement machinale, de manière presque automatique, sans forcément avoir conscience de son propre corps, de sa propre existence. Parce que si tu as bien lu, tu verras que cette petite fille, elle est plus qu'une petite fille, elle est une petite fille qui veut disparaître carrément de la surface de la terre, parce qu'en plus, elle est atteinte d'un mal, de l'anorexie. Tu vois, l'anorexie, c'est le fait de ne pas se nourrir et de maigrir, jusqu'à disparaître. Pourquoi? Parce que l'existence pour elle n'a aucun sens, parce qu'elle n'a pas de sens, elle ne donne aucun sens à sa propre existence. Elle ne sait pas pourquoi elle existe. C'est important de savoir pourquoi on existe, pourquoi on est sur Terre, qu'on a chacun quelque chose de beau, de grand en soi, et qu'une fois qu'on l'a découvert, on s'épanouit. À la page 111, l'héroïne, tout d'un coup, elle découvre qu'elle a un prénom, que son prénom est beau, que son prénom lui a été donné par amour, qu'elle est aimée par sa mère. Et le fait d'exister aux yeux de sa mère, l'a fait exister aux yeux de tout le monde. Et du coup, ce n'est plus une petite fille. Si tu regardes bien, à partir de la page 111, ce n'est plus une petite fille. C'est une jeune femme robuste, adulte. Et symboliquement, à un moment donné, elle dit au revoir à sa maman lorsque la mère, qui est déjà décédée, s'en va. Elle emporte une petite fille par sa main. Ça veut dire qu'elle a quitté son habit de petite fille, et qu'elle peut enfin endosser qui elle est. Bonjour. Durant le Ganalé, Yandé a eu un discours très cru. On pouvait voir une femme qui dénonce, une femme qui s'exprime, une vraie femme. Par contre, niveau culture, niveau mœurs, niveau éducation sénégalaise, on l'aurait traitée d'impolie, de mal éduquée, d'autant plus qu'elle est une femme, même si c'est triste de dire ça. Alors, vous ne trouvez pas que l'éducation qu'on a reçue, vous ne trouvez pas que c'est une éducation misogyne? Ou encore, vous ne pensez pas que pour être une féministe accomplie, il faut aller à l'encontre de notre éducation de base? Excellente question, là encore, décidément. Hein. Vous avez bien préparé vos questions. Alors, effectivement, Yandé utilise un langage cru, peut-être parce qu'elle n'a pas reçu cette éducation de base dont tu parles. Son éducation, Yandé, elle l'a fabriquée toute seule. Si tu regardes bien, elle l'a fabriquée à partir des livres et à partir d'un contact avec la nature. C'est une fille très nature, en fait, qui ne voit pas du tout, là où on voit du moune, du masla, du sutura, qui sont les valeurs un peu cardinales de la société sénégalaise, elle ne voit rien de tout ça, parce qu'elle n'a pas été élevée dans tout ça. Alors, ce que tu me poses comme question, c'est est-ce qu'il faut aller contre notre éducation de base? L'éducation de base reste une éducation de base. Après, à chacun de fabriquer son propre savoir, sa propre connaissance et de fabriquer sa propre personnalité. On n'est pas forcément obligé de tout casser. Ce que nos ancêtres nous ont légué, ce n'est pas forcément mauvais, non? Mais il faut avoir le courage d'aller voir déjà, de connaître. Qui parmi vous a lu Mpateba? Qui parmi vous a lu nos grands écrivains, nos grands auteurs? Est-ce que vous les avez lus à fond? Est-ce que vous avez reçu des éducations traditionnelles fortes? Parce que tout ça avait un sens. Il faut dire que notre éducation aujourd'hui, elle vit une sorte d'écartèlement entre l'apport de l'Occident. Nous avons été colonisés, il ne s'agit pas de revenir là-dessus, mais nous avions aussi une culture très forte qu'il faut peut-être redécouvrir
pour avoir une éducation vraiment africaine intéressante. Il ne s'agit pas de faire l'impasse sur l'un ou sur l'autre, mais il faut qu'on revienne effectivement sur les bases de l'éducation. L'éducation de base reste une base. Après, sur cette base, sur ces fondations-là, il faut construire. Et là, c'est à chacun de construire ce qu'il estime bon. D'abord, se construire soi, et ensuite, quand vous aurez des enfants, construire vos enfants à partir de ce que vous aurez appris. Il ne s'agit pas de nier l'Afrique ou... non, 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 du tout. Moi, je suis persuadée que l'Afrique a beaucoup à apporter au monde. Je suis persuadée que c'est de l'Afrique d'ailleurs que partira l'espoir du monde, que nous avons une façon d'envisager l'autre, nous avons une façon de ne pas nier l'autre. Au départ, dans nos propres cultures, même si on ne regarde pas l'autre, on sent sa présence. Quand les colonisateurs apportent la violence et tout ça, ils vous nient votre existence. Ils vous disent, votre culture, elle n'est pas valable. Donc, on va la remplacer par la nôtre. Ça ne veut pas dire que eux, leur culture, elle est mieux que la nôtre. Ça ne veut pas non plus dire que la leur n'est pas valable. Il s'agit de vivre avec son temps, mais surtout de donner du sens à sa présence sur Terre. Donner du sens. Pour moi, c'est primordial de donner du sens. Est-ce que ça répond à ta question? Okay. Bonjour. Bonjour. Ma question va porter en général sur les thèmes de ce livre, parce que nous avons plusieurs thèmes qui ont été abordés dans ce livre, des thèmes vraiment intéressants, qui ont été en général basés autour de la femme. Je voulais savoir quel est le thème principal, le thème de base, et pourquoi vous l'avez choisi pour le mettre en grand plan. Alors si tu regardes le titre te donne déjà une indication. Il y a des cris et il y a une peau. Au départ, tu vois, je ne l'avais pas intitulé comme ça. Moi, au départ, mon titre, c'était « Ceci est mon corps ». Ceci est mon corps. Ceci est mon corps, pour ceux qui connaissent la Bible, ils savent que c'est Jésus, au moment de la scène, qui donne à manger et qui dit « Prenez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang ». Moi, ça n'avait aucun lien avec la religion chrétienne. Mais c'était une manière de dire « Ceci est mon corps, cessez de violenter mon corps. Arrêtez de faire subir à mon corps ce qu'il n'a pas à subir. » Parce que si tu as bien lu, tu verras qu'il y a quelque chose de très violent qui se passe dans le texte, qui fait que cette petite fille, son corps, il n'existe plus. Tu vois? Et c'est ce que j'ai voulu symboliser dans le titre à travers la peau. La peau, c'est ce qui reçoit toutes les souffrances. Les nerfs se terminent dans la peau. D'ailleurs, on vous dit, quand quelque chose vous écorche la peau, il y a une douleur tellement phénoménale qui ne se produit pas quand c'est à l'intérieur de la chair. Sur la peau, on a vraiment, c'est là qu'on a tous les réceptifs neuronaux qui font mal. Et ces cris, c'est quoi? C'est la souffrance intérieure qu'on a à l'intérieur de soi. C'est toutes les souffrances que vivent. Si tu regardes bien, il y a plusieurs femmes. Il n'y a pas une seule héroïne. À côté de l'anorexique, qui est l'héroïne, tu en as une autre qui est boulimique. C'est deux faces de la même maladie. C'est parce qu'on manque de tout quand on manque de soi. C'est-à-dire il faut se remplir de soi-même et uniquement de soi-même pour vivre de manière équilibrée. Aram, par exemple, l'autre face, elle se remplit. Elle mange, elle mange, elle mange. Elle mange parce que c'est comme le tonneau des Danaïdes. Tu connais le mythe des Danaïdes? Elles remplissent un tonneau qui ne se remplit jamais, en fait. Donc, elle a beau manger pour se soulager. Quelquefois, on mange pour avoir un petit soulagement. On mange parce que le plaisir qu'on reçoit avec la nourriture nous permet d'oublier un petit peu la souffrance.
voyez. Et c'est la même chose pour l'anorexie. L'anorexie, c'est lorsque on veut éprouver son corps. Mais c'est les deux faces de la même maladie, tu vois. Et donc voilà, le thème primordial pour moi, il s'agissait de l'expression. C'est pour ça qu'à la fin, il y a comme un volcan de mots, et cette lave qui explose parce qu'elle n'en peut plus d'avoir retenu tout ça en elle. Et c'est tout ce qu'elle avait retenu qui la faisait s'assécher, s'étioler, comme une fleur qui n'a pas de terreau. Quand une fleur manque de terreau, quand une plante n'a pas de nourriture, elle finit par mourir. Elle a eu la chance, elle, d'arriver à alimenter son terreau intérieur, hein, pour pouvoir repartir vers la vie. C'est toutes les forces qui nous mènent vers la mort que j'ai voulu exprimer à travers ces portraits de femmes. Parce qu'il y a pas que même les deux là, il y a la masseuse, il y a la mère, il y a la tante, parce que toutes les femmes ne sont pas positives et tous les hommes ne sont pas négatifs. Hein, si vous regardez bien, c'est assez équilibré quand même. Donc voilà. Bonjour. Malheureusement, au Sénégal, nous voyons qu'il y a de plus en plus de Yandé, comme je vous dis. Et ma question c'est, pensez-vous que votre œuvre aidera ces femmes à sortir de la situation? Voilà, tu parles d'actualité. Parce que c'est vrai que des Yandés, il y en a tellement. La promiscuité dans certaines maisons. Les causes sont nombreuses, hein, mais les filles qui quittent la campagne pour venir en ville, hein, il y a toutes sortes de causes. Et effectivement, et ce qui se passe, c'est que notre société est très tolérante envers les victimes, est très tolérante envers les violeurs, est très dure envers les victimes de viol. Hein? Quelquefois, vous êtes sur un plateau télévision et vous entendez des gens rire sur le viol, comme si ce n'était pas quelque chose de grave. Alors qu'il faut savoir que le viol, ce n'est pas simplement votre corps, on vous dépossède de votre corps, déjà. Savoir que c'est une violence extrême, c'est au moins aussi violent que... C'est comme tuer quelqu'un. Voilà, c'est comme tuer quelqu'un parce que le violeur, il vous dépossède, il prend ce que vous avez à l'intérieur de vous et il dit que c'est moi qui suis le plus fort. Et quand j'entends, moi, les gens banaliser le viol, ben, ça me met en colère. Et j'espère que mon livre va servir à certaines personnes qui n'ont pas de voix. C'est aussi une manière de leur donner une voix. Tu vois, Mariam Abba, lorsqu'elle écrit une si longue lettre, elle permet de donner une voix à toutes ces femmes qui souffrent silencieusement au sein du ménage polygame, ou lorsque, par exemple, les belles familles se mêlent un peu trop de la vie, ou lorsqu'elles font subir toutes sortes de choses à leurs belles-filles. Elle met des mots, et des mots fantastiques là-dessus. Donc, elle fait avancer les choses. Et la littérature, elle doit servir à ça aussi. La littérature permet de faire avancer la société. Pourquoi? Parce que l'écrivain, il observe la société. Tu vois, quand j'écris ce livre, je ne me base pas sur une seule histoire. C'est-à-dire, j'ai observé longtemps, j'ai écouté, j'ai lu beaucoup, et c'est la somme de tout ça qui va faire mon livre. Et donc, le lecteur qui lit ça, il n'a pas besoin de passer par toute l'expérience, le vécu, la lecture et tout ça, mais il a un livre devant lui qui essaie d'en faire la somme et qui essaie d'en tirer quelque chose de beau. Passer par la beauté pour faire passer un message, je pense que ça peut aider la société en tout cas. Les écrivains ont un vrai rôle social, mais il n'y a pas que ça. Déjà, faire découvrir, pour moi, la littérature, ce n'est pas simplement des thèmes, des messages, c'est aussi la beauté de la langue. Je suis professeure de lettres et je suis très attachée
à ce que la langue soit correcte, voire plus que correcte, à ce qu'elle soit élégante et à ce que ce qu'on dit soit au moins à la hauteur de ce qu'on pense. C'est-à-dire avoir les mots pour le dire qui arrivent aisément, comme disait l'autre. Alors, des cris sous la peau, ce sont des cris d'un proche ou les vôtres? Des cris sous la peau. Oui. Je demandais si c'était les cris d'un proche ou des vôtres. Et vers la fin du livre, le message qui a été écrit par Yandé, c'était un message que vous vouliez lancer au lecteur ou bien... Alors, chacun interprète comme il veut. Tu sais, une fois que moi j'ai écrit, après le livre ne m'appartient plus. Après, il t'appartient. À toi de voir comment toi tu l'interprètes. Ce sont mes mots, ce sont des mots que j'ai choisis. Ce n'est pas une histoire du tout que j'ai vécue. Je tiens à le préciser, même si beaucoup de gens m'ont dit « mais vous avez vraiment vécu tout ça ?» Je n'ai rien vécu de tout cela. Rien du tout. Tout au plus, peut-être, la petite expérience mystique où de temps en temps, bien sûr, je ne peux pas avoir écrit tout le livre et dire « je n'y suis pas ». Ce n'est pas possible. Mais il faudra chercher, il faut lire entre les lignes pour me trouver. Oui, ce sont des cris, j'offre ma plume à ceux qui ne peuvent pas parler, à ceux qui ne peuvent pas écrire. Et c'est une des missions quand même que je me suis assignée. Je me suis toujours dit que les femmes étaient trop silencieuses, que le silence, ce n'est pas très bon. Le silence, quelquefois, il peut être d'or. Hein. D'ailleurs, on vous le dit, hein, pour les femmes, le silence, il est d'or. Soyez silencieuses, taisez-vous. Mais moi, je ne crois pas à ça. Je pense que lorsqu'on a un problème et qu'on l'exprime, ben déjà, on est déchargé d'un petit bout de ce problème-là. Même si il y a d'autres choses à régler après, il faut oser le dire. Et puis, même si c'est cru, je pense que je me suis quand même, je me suis mise à la hauteur de Yandé. Yandé n'est pas moi, je ne suis pas Yandé, mais je me suis mise à sa hauteur en endossant la colère que peut ressentir quelqu'un qui a été brimé pendant des années et qui retrouve devant lui son bourreau et que ce bourreau vienne à son oreille pour lui glisser encore des propos blessants. Donc, je me suis dit, alors, forcément, ça a dû m'arriver, mais dans un autre contexte, hein, pas le même contexte que Yandé, mais il a certainement dû m'arriver à un moment où j'ai dû encaisser. Puis un jour, ben, il y a la goutte de trop qui fait exploser tout. Et là, on sort qui on est. Et là, on voit véritablement qui elle est, c'est-à-dire une femme énergique, qui refuse de laisser l'autre la déposséder. Non. Et elle lui fait subir quand même l'humiliation de sa vie. Et finalement, il y a un retournement. Qui est en vie? Qui est mort socialement? Qui désormais porte la vie? Qui va conquérante vers la vie? Tu vois? Bonjour. Alors, lors de certains passages sui generis, le thème de la phallocratie a de nombreuses fois été évoqué. Alors, percevez-vous cela comme un handicap pour la société et comment faire pour y remédier? D'accord. Bien sûr, la phallocratie est un vrai problème. Alors, le mot phallocratie vient de quoi? Alors, vas-y, allez-y. Phallocratie, c'est un mot de quelle origine? Alors, plutôt grec. Phallus, c'est l'organe masculin. Voilà. Et kratia, que l'on retrouve dans démocratia, par exemple, c'est le pouvoir. Le pouvoir donné à quelqu'un juste parce qu'il a ce type d'organe. Est-ce que vous pouvez trouver ça normal? C'est impossible. D'accord? Et pour moi, c'est un vrai handicap parce qu'on se prive de tout ce que la société peut prendre des femmes. Regardez l'état de nos sociétés aujourd'hui. Diriez-vous que ce sont des sociétés évoluées?
même vous qui êtes jeune, surtout d'ailleurs vous qui êtes jeune, quand vous regardez ce qui est devenu notre monde aujourd'hui, avec tous les scandales que vous voyez tous les jours, avec tous les maux, avec les maladies, avec la pauvreté, avec la misère, toutes sortes de choses, est-ce que vous pensez que les hommes ont bien fait le boulot? Enfin, moi, je le pose à vous qui êtes jeunes, et je me demande si à un moment ou à un autre, il ne faut quand même pas poser la question de savoir est-ce que notre mode de fonctionnement est le bon? Est-ce qu'on ne devrait pas privilégier ce qu'il y a de féminin en nous? Alors, je pense que même les garçons ont une petite part de féminin et les filles ont une petite part de masculin. Alors, il faudra réfléchir sur ce qu'est le féminin et le masculin pour savoir comment les gens sont. Vous avez toujours vu des garçons qui sont très doux, qui sont gentils, et des filles, au contraire, qui sont belliqueuses et tout. C'est ce que j'appelle masculinité et féminité, tu vois. Et je pense qu'une société où il y a une phallocratie, où il y a trop d'un côté, ben, elle est déséquilibrée. Et le déséquilibre, tu sais où ça mène. Donc, il faut qu'on aille rechercher une forme d'équilibre entre tout le monde, entre les jeunes, les vieux, entre les hommes, les femmes, entre tout le monde a sa place. Et je pense que si on trouve sa place, bah, on peut avancer. On peut avancer vers un monde plus humain. Nous sommes des humains. Donc, il faut que nous soyons dignes de cette humanité qui nous a été donnée. Selon vous, qu'est-ce qui permettrait à toutes ces Yandés de dépasser cette case petite fille pour aller vers celle des adultes? Pensez-vous que ce n'est qu'en exprimant leurs pensées à leurs bourreaux qu'elles pourront enfin se libérer? Alors, ça commence déjà par là. Mais moi, je dirais en tant qu'enseignante, en tant que maman, l'éducation, c'est quelque chose de fondamental. Regardez, on est dans un endroit plein de livres. Tous ces livres-là, ce sont des esprits qui ont cogité. Ce sont des esprits qui, à un moment ou à un autre, ont fait avancer le monde. Quand on est dans un pays dans lequel vous êtes lecteur, mais regardez autour de vous combien d'enfants lisent aujourd'hui. Est-ce que les parents jouent toujours le rôle de parents qu'ils devraient avoir? Est-ce que les parents font avancer leurs enfants avec tout ce que ça... leur font découvrir la beauté du monde, leur font découvrir toutes les réflexions, toute la pensée du monde? Je pense que dans un premier temps, il faut évidemment s'exprimer, mais avant de s'exprimer, il faut d'abord emmagasiner. Il faut d'abord avoir les moyens, le choix. Avoir le choix, je pense que c'est déjà une manière de progresser vers l'âge adulte. Se donner le choix. Hein? Nous sommes dans une forme de jungle et il faut qu'on trace son chemin. Donc il faut qu'on trouve les moyens de progresser. Avec les livres, il y a autre chose, il y a toutes sortes de choses. On peut apprendre, ne serait-ce qu'en quittant, vous quittez votre bibliothèque, vous allez dehors, vous allez voir la nature. Qu'est-ce qu'elle vous apprend? La nature est un livre ouvert. On apprend plein de choses en observant la nature. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regarde la nature? Est-ce qu'on entend les oiseaux chanter? Est-ce qu'on fait attention? Faire attention déjà, ouvrir ses sens. Savoir ce que c'est qu'un être humain, c'est quoi? On a des yeux, on a des oreilles, avant d'avoir une bouche pour parler, on a d'abord toutes sortes de récepteurs. Et il faut faire marcher ces récepteurs. Ouvrir ses yeux, savoir regarder, savoir écouter, savoir sentir, savoir toucher. C'est peut-être par là que ça commence aussi. Être adulte, pour moi, c'est avoir la possibilité d'exercer son libre arbitre, d'exercer sa liberté en toute conscience. En toute conscience. C'est-à-dire après s'être bien rempli de soi. Alors, durant ce livre, quand j'ai pu lire le livre, j'ai vu que c'était un livre assez très très riche. Mais je me suis aussi demandé, est-ce que vous avez eu des obstacles en écrivant ce livre? Si vous en avez eu, quel a été l'obstacle qui vous a plus touché
ou bien l'obstacle que vous avez pu rencontrer qui vous a plus ralenti, je voudrais dire. D'accord. Alors tu vois, j'ai plus de 50 ans et je publie un premier livre après avoir eu 50 ans. Déjà, c'est un premier obstacle, hein, parce que toutes ces choses que j'ai écrites, je les portais peut-être déjà avant. Le premier obstacle a été la publication, c'est-à-dire pouvoir me montrer, pas spécialement trouver un éditeur. Hein. J'ai trouvé un éditeur très vite. Au bout de 3 mois, j'ai écrit le livre de manière assez rapide, et j'ai trouvé l'éditeur dans la foulée, et j'ai publié dans la foulée. Mais alors, l'obstacle principal que j'ai rencontré, c'est que d'abord, je n'avais pas confiance. Je me disais, est-ce que ce que j'écris est suffisamment bon pour pouvoir l'exposer au regard des autres? Donc, alors, comment j'ai commencé? Je publiais de temps en temps, je me suis créé un compte Facebook. Et de temps en temps, j'écrivais 2-3 pages que je balançais sur Facebook comme ça. Et j'attendais que les gens réagissent. Donc, plusieurs personnes ont réagi en me disant « Mais vous avez une belle plume, il faut continuer. » Je dis « Ah bon ?» J'y croyais pas moi-même. Pourquoi? Parce que aussi, peut-être qu'on ne m'a pas donné de raison d'y croire. Parce que je manquais de beaucoup de confiance en moi. Hein, malgré tout, même si je suis enseignante, même si, tu vois. Et par la suite, quand les gens m'ont encouragée à écrire, et à partir du moment où j'ai reçu les premiers encouragements, bah, ça a été une ligne droite. J'ai commencé en décembre, en mars, j'avais fini le livre. J'écrivais quand j'avais un moment. Je suis prof au lycée Mermoz, et mes élèves me voyaient quelquefois, quand ils faisaient des devoirs, moi j'écrivais sur mon petit coin, et après j'allais taper dans mon ordinateur, parce que j'ai toujours tout écrit à la main. J'écris d'abord à la main, et après je vais taper sur mon ordinateur. Et donc j'ai écrit partout, hein, dans toutes les situations. La nuit, j'arrive pas à dormir, hop, je prends mon truc, j'écris un petit passage, voilà. Et donc, les principaux obstacles, c'était vraiment des obstacles intérieurs. Et c'est un travail sur moi qui m'a permis, un travail intérieur, qui m'a permis, au bout de la énième, voilà, de me dire, tu es capable de le faire, vas-y. Oui, maintenant vous êtes satisfait de l'effort que vous avez fourni? Alors, je ne suis pas du tout satisfaite. Pas du tout alors. Je ne suis tellement pas satisfaite que j'ai entamé une suite qui va se passer en France et que j'espère qu'il sera encore mieux. Parce que j'ai écrit tellement vite et j'ai toujours tendance à dire à mes élèves, relisez-vous, revenez sur vos travaux, que moi, je n'ai pas fait. Hein. Donc, alors, je me dis, il faut être raccord avec ce qu'on dit aux enfants. Quand on le dit aux enfants, ben, il faut le faire soi-même. Bon, maintenant, je pense qu'un livre, quand il rencontre un public, il y a toujours une forme de miracle hein, qui se passe. Il y a une sorte de, comment dire, d'alchimie qui se passe entre le lecteur et l'auteur. Moi, je peux ne pas être satisfaite et le lecteur peut l'être, lui, parce que ça a touché tel ou tel point qu'il avait envie de voir traité. Et qu'il trouve bah, que ça a été traité de la bonne manière dans ce livre-là. Tu vois? Donc, entre ma position d'auteur et la position du lecteur, il y a vraiment tout un monde. Chaque lecteur produit son propre livre. Moi, j'ai produit un livre, le mien, mais toi, quand tu le lis, bah, tu produis un autre livre. Tu as un autre livre et ta lecture sera différente de celle de chacun. Chacun d'entre vous lira différemment. Et c'est la même chose pour tous les livres que vous lisez. C'est pour ça qu'il faut lire. Parce que lire, ça ouvre le monde. Ça ouvre, c'est une liberté, mais formidable. Vous créez des mondes, vous voyagez sans bouger. Vous êtes transporté quand vous lisez. Hein? Et moi, je suis sûre que tu as pu trouver dans ce livre des choses que moi-même,
qui m'ont échappé, qui ont été hors de mon contrôle et qui se sont retrouvés dans le livre sans que je l'ai forcément recherché. Bonjour. Bonjour. En répondant à sa question tout à l'heure, vous avez dit est-ce que ce que j'écris, ce que je raconte est assez joli? Alors je voudrais savoir si vous pensez avoir dit tout ce que vous vouliez vraiment dire dans ce livre ou alors est-ce que vous êtes parfois autocensuré? Ah, je me suis beaucoup autocensurée parce que je vais vous faire une confidence. Quand j'ai montré mon livre à ma mère, elle m'a dit « j'aime pas ton livre ». Elle m'a dit « j'aime pas ton livre ». Je lui ai dit « mais pourquoi tu n'aimes pas mon livre ?» Elle m'a dit « oui, tu traites, vous voyez, la pudeur et tout ». Et pourtant, je me suis vraiment, j'ai pas été, vous pouvez lire des livres beaucoup plus violents, beaucoup plus durs. Même si le thème en lui-même, il est dur, les mots pour le dire ne sont pas si violents que ça. Et j'ai édulcoré beaucoup. Il n'y a pas de scène interdite de moins de 15 ans, par exemple. Il n'y a rien de tout ça. Mais je peux vous dire, oui, que je me suis beaucoup autocensurée. Et que les prochains livres, maintenant que j'ai goûté au plaisir que j'ai d'écrire, je ne vais plus m'autocensurer. Je vous donne rendez-vous pour les prochains livres. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Livre ouvert avec Madame Fatimata Diallo Ba, auteure du livre L'écrit sous la peau.